Hello, c'est Mia de Positive Mind Attitude. Bienvenue sur ce podcast Couleur de l'été. Après un parcours de plus de 4 ans et demi avant de connaître enfin les joies de la maternité, j'ai décidé d'associer mes compétences professionnelles de thérapeute à mon vécu personnel lié à l'infertilité et la PMA pour accompagner les femmes en désir d'enfant et leur permettre de reprendre le plein pouvoir sur leur fertilité. En période estivale où tout est à l'arrêt ou presque, j'ai décidé de redoubler d'efforts pour t'accompagner. Tu vas donc pouvoir découvrir ou redécouvrir des interviews d'experts, gynécologues spécialisés en PMA, ostéopathes, sexologues, naturopathes, mais aussi des interviews de femmes qui partagent leur parcours avec toi. Certaines interviews sont exclusives, d'autres ont déjà été partagées mais au format vidéo et j'ai décidé de les rendre plus facilement accessibles pour toi grâce à la version podcast. Et bien sûr, si tu veux profiter de l'été pour agir et mettre toutes les chances de ton côté pour la rentrée, rejoins dès maintenant le programme en ligne via le lien dans la description de cet épisode. Maintenant, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello, bonjour, bienvenue, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui et j'ai l'immense plaisir d'avoir une invitée spéciale. Et cette invitée, c'est Camille Bataillon. Bonjour Camille. Bonjour tout le monde, merci Mia pour l'invitation. Je suis ravie de te retrouver parce que ce que vous ne savez pas encore, ce que tu ne sais pas encore, c'est que Camille, elle est sexologue. Et aujourd'hui, on va parler de la sexualité en PMA. Et c'est toute une histoire. Alors Camille, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, je peux déjà dire que tu es l'hôte d'un podcast qui s'appelle Camille parle sexe. Exact. Tu es aussi l'autrice d'un livre sur la sexualité en lien avec Oui. le postpartum, Oui. sujet aussi très compliqué, très tabou, hein, on en parlait un petit peu en off avant de lancer l'interview. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus sur toi en quelques mots? Dis-nous tout. Ouais, alors je suis Camille Bataillon, comme tu disais, sexologue clinicienne, thérapeute de couple, donc j'accompagne les individus, les personnes en couple pour répondre à leurs questions intimes, à leurs questions relationnelles, pas forcément quand il y a des problèmes, hein, c'est pour ça que j'axe vraiment sur quand il y a des questions, mais aussi quand il y a des difficultés, évidemment, pour naviguer justement vis-à-vis de tout ça. Et on le sait, parcours PMA, déjà, c'est assez tabou déjà d'être dans un parcours PMA. Et alors, en plus, si on rencontre des difficultés vis-à-vis de la sexualité, double tabou et on ne sait pas à qui demander, à qui... voilà. Donc, moi, j'accompagne des couples qui sont en PMA, mais aussi des couples hors PMA. Et vis-à-vis du sujet de la périnatalité, effectivement, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Réinventer sa vie intime après bébé » parce que je ne trouvais rien sur ce sujet-là et que j'avais déjà récolté un petit peu toutes ces informations, que ce soit les articles scientifiques, des témoignages, et puis j'avais aussi du coup ma casquette de sexologue. Et je me suis dit, bon, dans les ouvrages, il y a des fois un chapitre ou peut-être même un paragraphe sur ce sujet de la sexualité enceinte ou sexualité postpartum. Mais en fait, il faudrait dédier tout un livre. Et du coup, c'est comme ça que je me suis lancée dans ce livre pour permettre, pour donner ces informations-là, parce que quand on est informé, on est rassuré et ça permet de mieux naviguer vis-à-vis de la tempête qui peut arriver, la tempête PMA, la tempête bébé. C'est pas pour effrayer du tout. Au contraire, plus on est informé, plus on peut naviguer sereinement vis-à-vis des challenges rencontrés. Merci pour ce message parce que c'est évidemment ce que je prône, c'est l'information et je trouve qu'on n'en a pas assez ou alors on en a un petit peu tout partout et on ne sait plus trop s'y retrouver et donc c'est important d'avoir une information qui est qualitative parce que, encore une fois, comme toi, l'idée n'est pas, d'anticiper et de faire peur avec toutes ces difficultés, mais l'idée, c'est justement de se dire, plus on est informé et plus on peut naviguer correctement, plus on a une vision de tout ce qui peut se passer sur le chemin et du coup, on est beaucoup moins angoissé quand une difficulté potentielle arrive. On peut savoir que c'est normal et qu'il y a des choses à faire pour y remédier. Donc, merci pour ce message. J'ai partagé justement très récemment une question sur les réseaux sociaux qui était de savoir, tiens, si les personnes que j'accompagne pouvaient justement discuter avec une sexologue, quelles seraient les questions qu'elles aimeraient poser? Et en fait, il y a 3 aspects qui reviennent le plus. Et donc, si tu es OK, j'aimerais commencer par te poser ces questions-là parce que tu imagines que alors je parle de la PMA, mais ça vaut aussi bien sûr pour tout ce qui est avant, hein, les examens de fertilité, l'infertilité de façon générale, le désir d'enfant qui tarde à arriver. On commence ses premiers examens médicaux, on fait plein de choses et du coup, en termes de comment dire? Ça devient très médicalisé.
Oui. Et donc tout est calculé parce qu'on essaye de repérer absolument la fenêtre d'ovulation, hein. On essaye vraiment d'être dans les clous à ce niveau-là et il y a une sorte d'association avec le côté sexe utile, tu vois? Ça devient un sexe utile, voilà, hein, Ouais. puisqu'il y a une sorte de peut-être de dissociation, je ne sais pas, entre, la sexualité et la reproduction, vu que ça devient un peu médicalisé. Mmh. Et du coup, c'est pas facile de retrouver de la spontanéité dans tout ça. Ouais. Qu'est-ce que toi tu pourrais dire à ce sujet? Ouais, c'est déjà une question qui revient, souvent, hein, cette notion de spontanéité. On a perdu la spontanéité. Alors chez tous les couples, ça je rassure, mais alors encore plus, les couples en PMA comme tu disais, où c'est ultra médicalisé, c'est des rendez-vous, c'est du stress, c'est on a une fenêtre de tir et il faut y aller et ça met une pression, bah, sur la femme, sur l'homme, aussi, hein, faut pas oublier et du coup ça déconnecte en fait finalement le couple, ça déconnecte. On est déconnecté de son corps, hein, vis-à-vis de ses rendez-vous, médicaux et ça peut-être on pourra en discuter, mais du coup on peut aussi être déconnecté dans le couple. Et vis-à-vis de cette spontanéité, tu parlais aussi de cette association en fait. La sexualité, bah, ça devient un devoir, ça devient pour de la reproduction et en fait on perd le côté ludique, on perd le côté fun. Et donc si on le perd, bah, en fait des fois on se dit à quoi bon, on peut perdre du désir aussi. Et donc l'idée ça va être aussi d'arriver à dissocier ces moments-là, c'est pas évident, mais d'arriver à dissocier et d'arriver quand même à avoir des fois des moments ludiques. Des moments où là, c'est notre espace pour avoir du fun. Et oui, peut-être que c'est en dehors de la période fertile, parce que des fois, il y a aussi ces couples-là qui vont juste se concentrer sur cette période fertile. Et on oublie qu'en fait, bah, la sexualité aussi, elle doit se vivre à tout autre moment aussi, quand il y a du désir évidemment, mais comment on peut remettre un côté ludique, un côté fun, un côté où on se fait du bien, on se fait plaisir, on est connecté avec des choses qui nous font du bien, parce qu'on ne va pas se mentir, le côté médical, ça fait pas du bien, ça peut être très invasif, et donc ça va être important de recréer cette bulle-là. Et souvent, les couples l'ont perdu, avec PMA ou sans PMA, le perdre. Et donc, toute l'idée aussi des séances, c'est comment on peut recréer cette bulle avec ce que le couple a envie d'y mettre aussi dans cette bulle. Et les challenges aussi que ça peut être, parce que des fois, c'est ces difficultés de un peu changer de casquette ou ah bah soudainement il faudrait que j'arrive à me mettre dans le mood de quelque chose de ludique, mais en même temps j'ai tout ce poids, cette pression de je veux un enfant et puis je dois faire ci, faire ça, cette charge mentale. La difficulté en fait à créer cet espace-là aussi. Exactement, exactement et je trouve ça super intéressant parce que, hem, ça je pense que ça va rassurer déjà le fait que tu dises que finalement la perte de spontanéité, elle touche tout le monde, Oui. à Tous les partir du couples de moment plus de 3 mois, 3 mois, 3 ans, oui. voilà, tu vois? Donc déjà, je pense que ça va rassurer énormément parce que ce qui se passe, c'est que on est déjà seul quand on est dans ce parcours, d'infertilité, hein, PMA ou non, mais voilà, on se sent déjà tellement seul et quand en plus surviennent des difficultés au niveau sexuel, on s'imagine, à tort, qu'on est les seuls à les vivre et du coup, on n'ose pas en parler et donc je trouve ça génial que tu rassures déjà par rapport à ce point-là, Oui. que tu expliques bien que ça touche tout le monde. Ça touche tout le monde et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire aussi concrètement? Parce que là, c'était mon message un petit peu, général qui est voilà, de créer sa bulle et de recréer quelque chose de ludique, de fun et comment on fait concrètement? Alors, bah, déjà, c'est d'identifier ce qui nous fait du bien, ce qui peut être fun pour nous aussi. Parce que des fois, bah, comme on disait, on est pris dans ce tourbillon-là et on sait même plus, en fait, on perd un petit peu aussi cet élan de vie, cet élan, qui nous raccroche à quelque chose aussi, de beaucoup plus ludique, de beaucoup plus satisfaisant. Donc, c'est de se reconnecter à cette part de soi qui peut s'amuser, identifier ce qu'on aime aussi. Parce que bah, peut-être que nos sensations, notre corps, nos envies, si on a un traitement hormonal aussi, ça peut changer la manière dont on a envie d'être touché, la manière dont on a envie d'être approché. Donc, de pouvoir identifier ça pour le communiquer à l'autre aussi. Donc, il y a encore cette notion de communication hein, qui est importante de mettre de l'intention aussi dans notre rencontre. Encore une fois, l'intention qui est des fois, bah, en fait, on va se retrouver parce que ça doit être reproductif, parce que c'est la période fertile. Ça, c'est une intention. Mais est-ce qu'en fait, on peut en mettre d'autres aussi? L'intention bah, de passer un moment hors du temps, peut-être. Ou là, bah, mon intention, c'est qu'on puisse être que dans du corporel et on se touche pas les parties génitales, mais on se fait du bien sur tout le reste du corps. Ou notre intention, c'est de mettre de la douceur dans notre approche. Ou notre intention, c'est de venir danser ou ou faire une activité, quelque chose qui... Enfin, c'est simplement pourquoi on le fait, de comprendre aussi pourquoi on le fait, de mettre une intention et de revenir aussi nourrir son soi sexuel un petit peu. On le disait, hein, c'est assez invasif.
Ça met beaucoup de pression. Il y a des fois cette connexion vis-à-vis de son corps. Et donc, comment je peux me reconnecter avec cette partie de moi intime et sexuelle? Quand je dis ça, ça peut être très large, hein. Ça ne veut pas dire: «Ah, je dois avoir, du désir plus et être dans de la sexualité, me masturber et cetera». Non, c'est propre à chacune et à chacun, donc mais se poser cette question-là: «Tiens, qu'est-ce que je peux mettre en place pour me reconnecter avec cette partie de moi?» Et vraiment, ça peut être un tout petit truc, parce qu'il y a déjà plein de choses à dealer, avec quand on est dans ces parcours-là aussi, hein. Je trouve ça génial que tu invites les personnes qui nous écoutent à se remettre au centre finalement, parce que c'est ça, c'est se remettre au centre. Qu'est-ce qui va Exactement. me faire plaisir? Qu'est-ce que j'ai envie finalement d'essayer? Qu'est-ce que je trouve ludique, pas ludique? Parce que c'est vrai que, bon, à l'ère des réseaux sociaux, des sextoys et cetera, on pourrait Mmh. avoir tendance à se dire: «Oh bon, ben, on va faire comme tout le monde ou presque», mais c'est pas parce que ça marche chez l'un que ça marchera chez l'autre. Et que en plus, ce que je dis souvent par rapport aux sextoys, des fois pour beaucoup de couples, ça marche, mais ça marche sur du court terme, ça marche, juste une fois ou 2, puis après c'est mis au placard. Pourquoi? Parce qu'on s'est pas focalisé sur le plus important, qui est pourquoi on le fait? Est-ce qu'on est connecté à soi? Et si on n'a pas ça et si on n'a pas cette communication non plus, bah, on aura beau mettre des sextoys ou la lingerie, ça va pas fonctionner sur du long terme. C'est ça, je trouve ça génial de revenir à l'intention finalement parce que c'est ça, c'est pourquoi Ouais, je le fais. Génial. ouais, Oh, c'est top. ouais. Hem, Par rapport à ça évidemment, tu le disais, les examens sont souvent invasifs, je passe le nombre d'échographies vaginales, évidemment quand il y a des transferts, des ponctions et cetera, ça devient presque une autoroute donc en tout cas en tant que femme, c'est quelque chose qui peut être difficile à vivre. Pas pour tout le monde, mais ça peut l'être. Retrouver du plaisir, tu parlais de déconnexion à son corps. C'est vrai Mmh que mh. à partir du moment où on a ce côté, encore plus médicalisé, il y a vraiment une sorte de coupure qui se fait, je pense, en termes de protection, tu vois? On a envie de se Oui. protéger un peu et donc du coup, ça nous coupe un peu. Et je reçois beaucoup de questions par rapport à ça où on me dit: «Mais en fait, j'ai une libido qui est juste, 10 pieds sous terre. Mmh Est-ce mh. que c'est normal et qu'est-ce que je peux en faire?» Comment est-ce qu'on peut retrouver du plaisir finalement? Mmh. Déjà, la libido, elle fluctue, il faut pas se mettre une pression supplémentaire par rapport à ça. Il y a aussi des périodes de vie, hein, qui font que. Par contre, ça peut être important d'être dans la conscientisation de ce qui se passe. OK, j'ai plus cette libido. Est-ce que moi, ça me va? Oui ou non? Est-ce que peut-être je peux me laisser cet espace-là pour me focaliser sur autre chose et ça me convient peut-être sur une période donnée? Ça, c'est vraiment à chacun et à chacune, de savoir un petit peu ce qui leur convient, ce qui est juste pour elles, sans forcément penser tout de suite à la relation. Mais c'est quand même aussi important de penser à l'autre, et ça, c'est plutôt aussi le rôle des thérapeutes, d'arriver à voir comment on peut naviguer vis-à-vis des besoins et des envies de chacun et chacune, et qui peuvent être différents à des moments donnés. C'est ça aussi tout le challenge. Et vis-à-vis des rendez-vous médicaux du parcours PMA qui est invasif, bah, c'est aussi en fait on partage son intimité avec le corps médical, toute son intimité. Le corps médical, c'est tout de nous presque, et donc c'est très vulnérable. Ça peut être très fragilisant aussi pour certaines personnes, et comme tu disais, il y a aussi des fois cette protection où je me referme. En fait, je partage déjà tellement cette intimité avec les autres que, bah, j'ai même plus d'espace pour envisager déjà une intimité avec moi-même et une intimité avec ma partenaire. En fait, même peut-être des fois cette intimité, elle a été salie ou elle ne m'appartient plus, ou, bah, par protection, je leur laisse, mais moi je veux plus en entendre parler. Et donc, il y a une déconnexion, comme je disais. Et donc là, ça peut être intéressant aussi de revenir à soi, une connexion à soi, en se disant: «OK, il y a ça, mais peut-être pour moi, c'est important aussi de revenir à mon corps, d'être connecté à ce corps, malgré tout ce qu'il vit», parce que ce corps vit plein de choses, et puis moi, je fais un peu une dissociation, mais c'est important aussi des fois de voir comme 2 entités qui, doivent se réunir, moi et mon corps. Et comment je peux me connecter à ce corps et comment je peux d'ailleurs lui apporter de la douceur dans ce moment qui est violent peut-être aussi des fois, qui peut être dramatique, qui peut être traumatisant. Comment je peux encore plus lui donner de la douceur? Je pense que ça, c'est le rôle de chacune et de chacun. Cette responsabilité-là, ça nous appartient, mais comment je peux prendre soin de mon corps? Et quand je dis soin, c'est vraiment de la douceur. Souvent, c'est cet aspect-là qui peut être manquant. Parce que c'est tellement violent ce qu'on vit à l'extérieur que c'est normal, mais du coup, comment je peux venir apporter cette douceur à ce corps? De quoi il a besoin aussi? Comment je peux être connectée à lui? Et souvent, moi, ce que j'aime apporter, c'est vraiment, bah, utiliser ses sens. Je trouve que le toucher, c'est très puissant aussi, à voir si ça parle à certaines personnes.
Des fois, certaines personnes, ça va être simplement d'observer ce corps tel qu'il est, brut, vraiment de l'observer de manière brute et factuelle, comment il est, sans jugement, et de pouvoir lui apporter de la douceur par son regard, le regard que je porte à mon corps, par le toucher. Tiens, la manière dont je touche mon corps, par exemple, souvent, je demande aux femmes, là, parce que c'est souvent les femmes auxquelles je m'adresse vis-à-vis de ça, mais ça arrive aussi aux hommes. Comment vous vous douchez, par exemple, quand vous mettez du savon, comment ça se passe? Est-ce que je vous mettais du savon, puis hop, 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 et puis on n'en parle plus, parce qu'aussi, on n'a pas le temps, etc. Ou est-ce que vraiment, vous pouvez prendre le temps de sentir la texture de votre peau, de sentir quelle zone peut-être est plus rugueuse, plus douce, les formes de votre corps? Est-ce que vous prêtez attention à ça? L'intention et l'attention, c'est important. Et vis-à-vis de cette connexion à son corps, comme on disait, où ça peut être invasif, où on laisse un petit peu son intimité à l'hôpital, dans les rendez-vous médicaux, ça va être important aussi de redéfinir ses limites aussi, parce que on n'a pas le choix en parcours PMA. Bien sûr, c'est important la notion de consentement, mais il y a des fois où on fait des choses où on n'aurait pas envie, mais on sait qu'on les fait parce que on a envie d'un bébé. Mais que du coup, le corps, quand même, vis-à-vis du corps, on ne respecte pas totalement ses limites. Et donc, encore une fois, c'est important de ramener de la douceur, de parler à ce corps-là, de lui faire comprendre pourquoi on le fait. Et qu'au sein de la relation, du coup, je viens nourrir quand même ses limites. Je viens nourrir ce dont j'ai envie, la manière dont j'ai envie d'être touchée. Peut-être que j'ai besoin de plus de douceur, ou peut-être que j'ai besoin de pas penser à la pénétration pendant ces moments-là, ou peut-être que j'ai besoin d'une pénétration douce ou avec une position différente. Je parle de douceur, mais en fait, la douceur, ça n'a pas forcément besoin d'être dans le ralenti et la douceur, hein, mais comment peux m'apporter de la bienveillance et de quoi j'ai besoin. Alors ça, c'est super intéressant parce que tu vois, tu disais justement la difficulté de la limite, dans le sens où, tu acceptes de franchir certaines limites parce que tu sais que tu en as besoin, mais Mmh. parfois la manière dont c'est fait, une anecdote personnelle, j'étais évidemment entièrement d'accord pour, les échographies, pour tout ce parcours, pour la ponction et cetera et cetera. Donc on accepte quelque part qu'un bébé se fasse à 9, 10 personnes alors que Mmh. a priori ça se fait plutôt à 2. Mais un simple exemple, c'est que j'étais dans une clinique universitaire et à un moment donné, pendant le parcours, je me suis retrouvée avec la moitié de la fac Mmh. et en fait, tu dis: «Mais j'ai pas signé pour ça les gars». Mmh. Et donc c'est Ouais, intéressant, tu vois? Tu dis: «OK, parfois tu acceptes certaines choses et puis il y en a d'autres qui te tombent dessus et tu ne l'avais pas vu venir». Donc non, c'est intéressant justement de ouais. ramener à ça. Mmh. Génial. Et qui fait qu'on peut être déconnecté encore plus à son corps. On se dit, en fait, si on ne respecte pas mon corps, et là, par exemple, là où soudainement, il y a des gens qui arrivent, j'ai pas signé pour ça, je me sens pas respectée, pas respecter mon corps, finalement, le message intégré, c'est, mon corps, il mérite pas d'être respecté. Donc, moi aussi, je ne le respecte plus dans le sens, j'en prends plus soin, je me déconnecte, ça sert à rien, quoi. Exactement et je trouve ça vraiment génial de s encore une fois, on se remet au centre, on se dit de quoi est-ce qu'on a besoin, se reconnecter à soi, à son corps, prendre le temps. Et un bête exemple et je me rends compte qu'en discutant, évidemment le corps médical sait à quoi ressemble une vulve, mais je ne suis pas sûre que toutes les personnes qui vont nous écouter aujourd'hui, connaissent exactement, à quoi elle ressemble, et cetera. C'est En fait, vrai. j'ai écouté aussi une de tes vidéos, sur le sujet et je trouvais ça passionnant de me dire: «Mais c'est vrai en fait, évidemment que le corps médical sait à quoi ça ressemble, mais nous, est-ce qu'on la connaît en fait?» Mmh. Et en plus et chaque vulve est différente aussi. Bien Ils sûr. savent anatomiquement, mais en fait, en apparence, ils envoient, des nouvelles tous les jours, en fait. Il n'y en a pas une qui se ressemble et c'est pour ça que c'est intéressant. Même si les personnes qui nous écoutent regardent des films porno, des films érotiques, disent: «J'ai déjà vu une vulve», mais en fait, elles ne se ressemblent pas. Sauf dans les films porno où c'est assez lissé et Il y a un cetera. On essaye de casting. c'est un casting de la vulve, alors qu'en fait, toutes les vulves sont différentes. On utilise souvent l'exemple, tous les nez sont différents, toutes les bouches sont différentes, donc les vulves, c'est pareil, quoi, ça fait partie du corps. Mais tu as raison, beaucoup de femmes ne savent pas à quoi ressemble leur vulve, à quoi ressemble leur sexe, à quoi, où ça se place, et cetera. Et en fait, tant que c'est pas familier, ça peut faire peur, en fait. Souvent, ce que je dis, c'est que si on a envie de se réapproprier aussi son corps, on doit se familiariser avec toutes les zones de son corps, même des fois les zones où on crée une distance, on ne veut pas voir, où il y a peut-être même des fois des expériences traumatisantes. Et il n'y a pas besoin d'expériences traumatisantes pour avoir peur de cette zone-là, mais il peut y avoir aussi ça. Et donc, comment on peut refaire une unité un petit peu, hein. Il y a ce corps, il y a ce sexe, il y a des fois, il y a le corps, il y a moi et il y a mon sexe. Donc, comment on peut aussi naviguer avec toutes ces entités-là pour aussi les réunir?
Je trouve ça fascinant, d'autant plus qu'à ça, parfois, viennent s'ajouter des peurs. Alors, des peurs rationnelles, des peurs irrationnelles, mais tu sais, je pense à des femmes qui ont un parcours avec des arrêts de grossesse, par exemple, derrière, qui ont peut-être déjà dû subir, des décurtages, ce genre de choses. Ouais. Hem, Tu vois? Où du coup, ça peut, oui, vraiment engendrer des peurs très spécifiques, peur de la pénétration, peur d'un rapport, peur de ce qui peut arriver, et cetera. Comment se rassurer? Comment, j'ai presque envie de dire, arrêter d'avoir peur, même si je sais qu'il y a Mmh. pas de recette magique et que ça va pas se faire en une fraction de seconde, mais Ouais. Je pense que la première chose, c'est d'écouter ses peurs. Elles sont là pour une raison, peut-être par des expériences, peut-être des fois on se dit: «Ah, c'est irrationnel», mais en fait, si elles sont là, elles ont une raison d'être là, donc est-ce qu'on peut les écouter? Et du coup aussi pareil de se dire: «De quoi j'ai besoin? Qu'est-ce qu'elle vient de me dire cette peur?» Parce qu'une peur, c'est une inquiétude, donc j'ai besoin d'être rassurée vis-à-vis de quelque chose. Alors des fois vis-à-vis de cette peur de si j'ai une pénétration, quoi que ce soit, ça peut, conduire à un arrêt de grossesse ou j'ai peur de toute cette pression qu'il y a aussi, sur soi. C'est effectivement d'écouter ses peurs, d'aller chercher des informations aussi, des informations qualitatives pour être rassuré des fois au niveau anatomique, hein. Des fois ça, c'est suffisant d'intégrer ça et des fois les personnes ont besoin de l'entendre plusieurs fois, tu vois? Donc moi, je peux leur dire, mais c'est peut-être la première fois qu'elles l'entendent et donc elles l'entendront pas forcément, mais en l'entendant encore et encore et encore, ça va faire un déclic à un moment donné. Ah OK, en fait, ça n'a pas de lien. En fait, un arrêt de grossesse peut arriver et il y a pas d'explication, c'est difficile, mais c'est physiologique aussi. Donc d'écouter, d'être rassuré, d'être informé, de pouvoir communiquer aussi, cette peur au partenaire, à la partenaire et ou des fois aussi avec des professionnels de la santé aussi. Plus on en parle, moi je trouve, hein, moi je suis plus partisan de plus on parle de quelque chose et encore plus quand ça fait peur et ben, plus on peut, être rassuré vis-à-vis de ça. Surtout quand on a bien sûr, hein, des gens qui peuvent aussi écouter cette peur et proposer des outils ou proposer de l'information qualitative évidemment. oui, je trouve ça super intéressant parce que ce que tu dis aussi, et j'aimerais vraiment le souligner et mettre l'accent dessus, on en a parlé en tout début de cette, interview, mais ça concerne les 2 membres du couple et donc on peut très bien avoir des peurs qui soient du côté de la femme parce que, OK, elle subit les examens et cetera, mais on peut aussi avoir des peurs du côté masculin et c'est vrai qu'on en parle Oui. moins, mais ça peut amener effectivement à tout un tas de difficultés. Oui. Oui et d'ailleurs en séance, hein, quand on je les vois moi ces hommes, post-PMA et qui en fait des fois même eux ont ça leur a fait plus d'impact des fois alors qu'ils ne l'ont peut-être pas vécu au niveau corporel, mais il y a eu peut-être souvent, ils vont dire: «J'ai eu cette pression d'être cette, pas cette pression, cette impression d'être utilisée, hein, que je devais, avoir une érection, une éjaculation à un moment donné», alors que c'est quelque chose qui ne se contrôle pas, donc ils ont dû se contrôler ou ils ont dû avoir une pression. Ça les a déconnectés aussi de leur corps. Là, on parle des femmes, mais ça les déconnecte du coup de leur corps parce qu'ils doivent faire quelque chose alors qu'ils en ont peut-être pas envie. On les force aussi à avoir un rapport à un moment donné alors qu'ils en ont pas envie. Ils savent pourquoi ils le font, hein, aussi, mais ils se déconnectent aussi de leur corps, ils se déconnectent de leur sexualité. C'est des fois des hommes qui perdent une libido aussi, ils ont plus de libido ou ils arrivent plus à avoir confiance en leur capacité érectile, par exemple, ou ils arrivent plus à savoir s'ils en ont envie ou pas envie parce qu'ils ont été déconnectés, parce que des fois, ils ont vu aussi que c'était très invasif pour la partenaire, que ça a eu plein d'impacts aussi, physiques et psychologiques et que, bah, tout ça, comme on disait, comme on l'associe aussi à la sexualité, bah, ça reste associé, donc il va falloir dissocier aussi ce moment d'une sexualité ludique et donc tu as raison, ça a aussi un impact sur le couple, donc ça a un impact sur les 2 individus qui vivent ça. Oui, j'avais vraiment envie de le repréciser, même si c'est vrai, on l'avait dit au départ, mais en tant que femme, évidemment, moi, je m'adresse plus facilement aux femmes parce que, quand bien même la pathologie est plutôt d'origine masculine, il y a rien à faire, les examens vont être du côté de madame, la ponction, ce sera pour madame, et cetera, mais c'est important de rappeler que ça touche effectivement les 2 membres du couple et que, Oui. voilà, les hommes aussi ont cette impression d'être effectivement presque utilisés, hein, Oui. d'être juste, l'éjaculateur. Mmh. D'autant plus que, alors, soit ça peut être avec les spermogrammes qu'on leur demande de faire effectivement dans un labo, dans une Mmh petite mh. boîte, et cetera. Bon, OK, mais il y a aussi parfois ce qu'on appelle le test de 1 heure, donc c'est un test, post-coïtal où donc le médecin dit: «Tel jour, telle heure, un rapport» et puis vous arrivez dans l'heure, sans prendre de douche bien sûr, vous arrivez dans l'heure, on inspecte, et cetera, mais donc il y a une pression sur les 2 membres du couple et c'est important de le rappeler. Ouais et puis cette notion aussi d'infertilité où tu disais, bah oui, effectivement, il y a aussi l'infertilité masculine qui peut aussi avoir un impact sur
qui je suis. Alors, pareil, hein, du même côté, des femmes, des hommes, mais qui je suis, quel homme je suis, ça les bouleverse aussi. Donc, important de prendre en compte les deux membres du couple. Même quand des fois, les femmes, souvent en général, vont consulter parce qu'elles ont une perte de libido, bah, en fait, c'est les deux membres du couple. Ça a une répercussion sur le couple. Oui, vraiment, je crois qu'on ne le répétera jamais assez, mais c'est la première étape, elle est déjà de communiquer ensemble sur les difficultés qu'on peut ressentir, de se rassurer parce que c'est normal d'en passer par là et c'est pas une fatalité. Il y a des professionnels qui peuvent nous aider justement à dépasser ce cap et je trouve en fait, comme pour tout, que faire appel à un professionnel, ça permet de gagner un temps fou. On se Hem, sent moins seul. On se mais sent moins oui. seul. S'il y a des professionnels pour ça, c'est que en fait, il y a de la demande. Donc, ça veut dire que vous n'êtes pas les seuls à vivre ça. Oui et puis il faut pas oublier que c'est une difficulté qui vient se rajouter à tout un tas d'autres et n'oublions pas quand même que je sais que c'est pas une bonne nouvelle, mais c'est la réalité et encore une fois, le savoir permet de ne pas faire partie de ces chiffres, mais il y a aussi énormément de couples qui se séparent pendant un parcours PMA ou juste à l'issue d'un parcours. Voilà, la sexualité, c'est une difficulté qui vient s'ajouter à toutes les autres et peut-être que se faire aider sur ce point-là, ce sera une porte ouverte pour guérir d'autres étapes finalement au niveau de la relation, au niveau de du couple? Ouais, et pour rebondir là-dessus aussi, où il y a des fois des couples où ils vont se dire: «Ah bah, nous, ça a été le parcours PMA et cetera», au niveau de l'intimité, parce que c'est un peu une phase aussi un peu entre parenthèses et que je vais voir plutôt, bah, oui, quelques mois ou quelques années en postpartum qui finalement, en fait, bah, non, ça a eu une grosse répercussion, mais ils en ont pas pris soin au moment même et ça fait effet, ça explose, quoi. Donc comme on disait en offline, enfin, vraiment, pour moi, ça me semble j'ai pas le mot, mais irresponsable ou horrible de laisser, les couples sans un suivi déjà psy, OK, et sans un suivi aussi de leur intimité parce que, bah, en fait, OK, peut le but des médecins, c'est qu'ils deviennent une famille, hein, qu'ils aient des enfants. Mais en fait, faut pas oublier le couple parce que, bah, sans le couple, bah, Pas de voilà, famille. après la famille, elle peut être divisée. Il y a des séparations qui existent parce que c'est tellement, il y a tellement de choses et des fois, on met aussi tout sur la PMA. Mais des fois, on voit quand même qu'il y a des fois d'autres choses aussi, hein, c'est jamais que ça. Donc mais c'est important de le conscientiser, de pouvoir, demander et être accompagné, au temps T quoi, au moment même. Oui, c'est vraiment super important parce que comme je le disais, je crois que c'est vraiment une porte qui va nous permettre, quand on l'ouvre et bien, d'en découvrir une autre derrière, encore une autre et ainsi de suite et de faire ce qu'il faut justement et bien, pour, solidifier la relation, la renforcer et cetera. Parce que n'oublions pas aussi qu'en général, quand on survit à ça et qu'on tient bon, ça montre vraiment que le couple est solide. Donc je crois qu'il y a vraiment quelque chose à faire aussi de ce côté-là. Et Mais, à envoyer un message rassurant encore une fois, hein, l'information, c'est le pouvoir et pour être solide, effectivement, ayez ces informations-là, même des projets bébés, enfin même grossesse et cetera. Parce qu'en postpartum, voilà, il y a peut-être pas bien sûr qu'il y a des choses qui peuvent se travailler, mais pour être solide, pour avoir les outils, le mieux est vraiment, c'est du préventif. Donc on préfère axer là-dessus que du curatif où ça peut prendre plus de temps. Il y a eu plus de challenge, de douleur, de ressentiment, de frustration, de colère. Donc, on souhaite travailler que les couples aient tous ces outils-là en amont quand tout va bien, justement. oui et parce que je rappelle que évidemment, si tu en es là aujourd'hui à nous écouter, c'est que tu es en parcours bébé, c'est que ça coince quelque part. Ça ne veut pas dire que ça va coincer longtemps, on n'en sait rien, hein. Il y a c'est quand je dis ça coince, ça montre que c'est juste parfois un petit blocage, un petit grain de sable dans les rouages quelque part. C'est pas forcément définitif, loin de là. L'infertilité n'est pas la stérilité. Et juste pour rebondir là-dessus, ça montre que en travaillant sur tout ça, si tu en es là, c'est aussi te dire que déjà physiquement, peut-être que tu as une pathologie, que ce soit de l'endométriose, ou adénomiose, peut-être le syndrome des ovaires polykystiques et cetera. Tout un tas de pathologies qui vont déjà au niveau physique avoir des répercussions. On peut plus vite se sentir, gonflé, ballonné, avoir mal au ventre. La PMA, c'est évidemment, des hormones et des hormones et des hormones Ouais, ouais. et donc tout ça, ça a des répercussions aussi sur le lien qu'on peut avoir avec son corps et On que revient là-dessus, ouais, on on revient revient là-dessus. là-dessus, tu vois? Et donc Mmh. c'est vrai que quand on se sent pas bien, bah, on n'a pas forcément envie de plus d'intimité avec l'autre, mais comme tu le disais Camille tout à l'heure, c'est pas forcément avec pénétration. Il y a moyen aussi justement, en se reconnectant à soi et à ce qu'on veut, de faire peut-être autrement par période. Oui et ça, on le voit beaucoup, en séance quand j'invite vraiment les couples à venir, de venir penser tous ces moyens de connexion intime.
Souvent, on va se focaliser sur un couple satisfait, réussi, c'est parce qu'il y a de la pénétration. Non, je dis souvent, c'est 5% la pénétration. C'est une pratique sexuelle, mais il y en a plein d'autres. Et c'est suffisant pour se sentir connecté. Mais de quoi le couple a besoin pour se sentir connecté? Encore une fois, naviguer avec les uns et les autres, leur vision de la sexualité, de l'intimité, de venir challenger. Et donc, c'est tout un travail aussi. Génial, c'était passionnant. Je te remercie vraiment beaucoup, Camille, en tout cas, d'avoir pris la parole aujourd'hui sur ce sujet, qui Merci. est, à mon sens, tellement important pour les couples qui vont nous écouter. Donc merci à toi. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Camille? Alors, je vous rassure déjà, je mettrai les liens dans la description, mais dis-nous tout. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, il y a le site internet pour regarder, pour prendre des séances, c'est camillebataillon.com. Tu parlais du podcast Camille parle sexe sur toutes les plateformes d'écoute. Il y a le compte Instagram du même nom et vous pouvez aussi me contacter sur la page Instagram. Voilà, j'y réponds ou sur le site internet. Génial, merci beaucoup et encore une fois, rassurez-vous, je mettrai bien sûr tous les liens dans la description, de cette interview. C'était un plaisir de te recevoir. Je vous invite vraiment à ne pas attendre si vous sentez que la sexualité est quelque chose d'un peu compliqué, un peu tabou, que ça engendre peut-être même des tensions, pourquoi pas? Vraiment faites-vous accompagner, allez voir Camille et puis ça va vous permettre d'ouvrir des portes et d'aller beaucoup mieux derrière ça. Merci beaucoup Camille pour ta présence et puis, je vous Merci dis pour tout ce que tu fais. avec grand plaisir et puis je vous dis à très bientôt. Prends soin de toi comme d'habitude. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu veux contribuer à aider les personnes qui en ont besoin et faire découvrir ce podcast, je t'invite à mettre une note et ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. Si tu veux recevoir plus de conseils, télécharge dès maintenant mon guide offert sur positivemindattitude.fr ou rejoins directement le programme d'accompagnement en ligne via le lien dans la description de cet épisode. Je te dis à très très vite pour un prochain épisode.